maison autrique. Nous avons même percé une porte au fond du jardin, tout petit jardin, il y avait un très grand jardin à côté, on avait obtenu la possibilité de placer une grille, et chose amusante, l'entrepreneur nous dit « Ah, j'ai trouvé une grille, je vous envoie une photo, etc. » Sur cette grille, il y avait un grand A gravé, et évidemment, c'est le logo de la maison, comme si ce A était celui d'Autric, l'ingénieur qui avait commandé cette maison, et comme si c'était là aussi la grille d'origine que nous avions retrouvée. C'est un peu le genre de petit bonheur où notre travail d'imagination se confronte au réel et trouve dans le réel de nouvelles impulsions. Alors cette maison, François l'avait dessinée si souvent, et c'était tellement passionné pour elle, il la connaissait tellement sous tous les angles, qu'elle est devenue un des personnages, on peut dire, de notre bande dessinée la plus récente, La théorie du grain de sable. Dans La théorie du grain de sable, un des personnages vit dans cette maison, c'est la dame que nous voyons ici auprès de l'escalier, et d'ailleurs cette femme est inspirée d'une des responsables de la commune qui a été la première responsable du dossier de la maison. Donc vous voyez, moi je me suis fait aspirer dans les sites obscurs, c'est un peu normal, mais là cette pauvre dame qui n'avait rien demandé, s'est trouvée aspirée, comme elle était en train d'ailleurs de développer une carrière politique elle-même, elle avait quelques angoisses avant l'apparition de l'histoire, mais nous lui avons réservé un rôle convenable, nous avons évité les scènes trop lestes, et donc nous n'avons pas perturbé son ascension politique. Alors, chose amusante, cette histoire qui se situe dans un Bruxelles de nouveau bousculé, troublé par toutes sortes de phénomènes inexpliqués, cette histoire est extrêmement précise dès qu'il s'agit de représenter la maison, et nous ne bougeons pas à ce moment-là un seul élément. Vous voyez aussi, je crois que vous devez l'entrevoir avec la projection, qu'il y a encore un petit secret graphique dans cette histoire, qui est que tous les phénomènes fantastiques, tous les phénomènes mystérieux apparaissent en blanc sur des pages qui sont elles-mêmes couleur sable. L'histoire s'appelle La théorie du grain de sable. Et donc ce blanc a l'air comme d'illuminer l'album, et c'était une des choses très, très amusantes pour nous dans le développement de l'histoire, puisque un des personnages principaux, Mary, celle qui était l'enfant penché autrefois, voit le blanc. Elle voit tous les phénomènes fantastiques. Nous, lecteurs, nous les voyons, bien sûr, mais les autres personnages ne le voient pas. Et donc, voilà, c'était un jeu, non seulement avec la technique de la bande dessinée, mais aussi avec le regard du lecteur, avec sa vigilance, puisque parfois le blanc est très présent, et dans d'autres cas, il est très discret. C'est une des histoires où le fantastique joue le plus grand rôle, où tout se dérègle. On peut dire c'est une sorte d'apocalypse, un peu comme on parle parfois d'apocalypse climatique aujourd'hui, hélas, de manière non métaphorique. Dans notre histoire, c'est un phénomène, c'est une série de phénomènes qui s'emballent et perturbent totalement cette ville. Voilà, c'était la dernière image pour vous montrer aussi ces retours et ces allers-retours, ces chassés-croisés entre réel et imaginaire, puisque cette maison Autric, dont nous nous étions occupés au départ, on peut dire presque de manière citoyenne, mais plutôt pour sauver un bâtiment d'un architecte qui nous importait, est passée au cœur d'un de nos albums, fait maintenant partie de ce monde des cités obscures, et que ceux qui la visitent aujourd'hui ne savent plus très bien dans quel monde il se trouve, et si véritablement le succès de nos histoires est tel qu'on a pu construire un produit dérivé de cette dimension et de cette qualité. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui montre aussi à quel point cette aventure de papier, cette aventure de complicité, d'amitié, qui est celle des cités obscures, a pu être d'abord pour ces auteurs un vecteur de surprise permanente, de transformation, et une aventure dont jamais nous n'aurions pu imaginer où elle nous conduirait, ni d'ailleurs où elle nous conduira par la suite. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il reste quelques minutes, donc si vous le souhaitez, je peux répondre à une ou deux questions. Et puis, pour ceux qui voudraient prolonger la conversation, peu avant 17h, j'irai osciller mes ouvrages sur le stand de Casterman, la livre qui aime lire. Voilà. Mais si vous avez l'une ou l'autre question et que je suis capable d'y répondre, je le ferai avec plaisir. Je peux peut-être remettre
voilà, il faut nous préparer au retour au monde clair, vous savez. Merci. Bonjour. Manifestement, vous avez commencé à dessiner des villes dans lesquelles vous n'auriez pas du tout aimé vivre. Et votre dernier travail, c'est justement une immersion dans une ville que vous avez commencé à décrire comme étant un peu particulière, Bruxelles, et dans laquelle vous avez mis un peu de votre monde. Est-ce que c'est une boucle qui se boucle, ou est-ce que vous allez revenir vers des descriptions de villes comme à vos débuts, ou allez-vous continuer cet enracinement dans le réel, en fait? Le plus important pour nous, c'est de ne pas vraiment savoir où on va et de rester dans une création vivante. Donc, je ne crois pas qu'on reviendra à la forme des premiers albums parce qu'elle correspondait à un autre état de nos personnes, de nos vies, du monde autour de nous, parce que une série imaginaire est quand même profondément liée aussi à l'époque dans laquelle elle est élaborée. Il est certain qu'il y a eu des évolutions, et par exemple que cette dimension de critique de l'utopie qui est très présente dans les premiers albums, et je le lien à des villes monumentales et à des projets comme ça, mégalomanes, est moins présente aujourd'hui. Nous sommes un peu plus à hauteur d'homme, mais ça n'exclut pas l'imaginaire. L'imaginaire est très fort dans la théorie des grains de sable. C'est une histoire, peut-être, c'est une histoire plus empreinte de fantastique, mais c'est un fantastique qui est davantage lié aux individus et un petit peu moins lié au projet urbanistique dans son ensemble. Quant au regard sur cette maison, par rapport au regard sur la ville, oui, c'est peut-être une évolution de notre part aussi, dans le changement d'échelle, de s'intéresser à ce qui peut être petit, de ce qui peut être maîtrisable concrètement. Bien évidemment, nos villes des cités obscures, elles ont un côté à la fois séduisant et effrayant. Elles sont monstrueuses et en même temps elles sont esthétiques, parce que si on dessinait des villes moches, ce serait pour nous, enfin surtout pour le dessinateur, pas très agréable de devoir dessiner quelque chose. Donc elles ont une certaine séduction, mais nous savons leur côté monstrueux. Quand on travaille par contre à une échelle plus petite, il est certain que la question du corps humain, de son échelle, du vivre ensemble, etc., devient beaucoup plus fondamentale. Par exemple, pour cette maison autrique, une des choses qui nous a intéressé est que cette maison était située dans un quartier un peu difficile de Bruxelles, un quartier délaissé par la bourgeoisie bruxelloise, et réinvesti par des populations immigrées et pauvres, et que cette maison était là un peu perdue. Ça rendait par exemple très difficile la recherche de mécénat pour la maison, parce que tout le monde disait « Ah, si votre maison était située avenue Louise, dans les beaux quartiers, alors nous serions tout prêts à investir. » Mais non, mais c'est intéressant, voilà, c'est une très belle maison dans un quartier qu'on visite moins. Et donc, c'est des dimensions peut-être qui nous touchent plus aujourd'hui. Par exemple, quand je pense à Bruxelles, ça nous entraînerait dans un débat plus long que celui qu'on peut faire maintenant, et quand je pense à Bruxelles, dans un premier temps, dans les années 80, disons, nous étions avant tout frappés par le ravage urbanistique et architectural et les démolitions, et nous combattions beaucoup tous ces aspects. Aujourd'hui, je suis très frappé par le fait que cette ville a beaucoup mieux résolu le problème de la mixité sociale et de l'intégration des immigrés que, par exemple, Paris. Où Paris a rejeté dans des banlieues de plus en plus lointaines, de plus en plus ghettos, les populations immigrées, là où Bruxelles, finalement, a développé une banlieue pour riches et un réinvestissement du centre-ville par des populations moins favorisées, et donc avec une mixité sociale, une proximité entre les quartiers qui fait que, pour le dire très sommairement, ça se passe globalement mieux. Et que une forme involontaire, absolument involontaire, de réinvention du vivre ensemble, c'est aussi produite par une sorte de négligence urbanistique et par des fautes architecturales. C'est le genre de choses qui m'intéresse. On peut réfléchir de la même façon aujourd'hui sur Berlin, où tous les accidents de l'histoire ont fait de Berlin une ville accueillante, ouverte notamment aux artistes, à des jeunes, etc. Alors que si Berlin était redevenu très vite une grande capitale, si Berlin n'avait pas connu l'accident de la séparation et du mur, etc., ça aurait sans doute été comme Londres ou Paris, une ville extrêmement coûteuse, accueillant avant tout les classes les plus aisées. Donc voilà le genre de phénomène qui m'intéresse, et évidemment cette série des cités obscures qui est partie un peu comme ça du rêve
des fantaisies de jeunes gens, à la fois, comment dire, passionnés, un peu immatures, nous a aussi fait évoluer, nous a amené à rencontrer des problématiques à travers nos voyages, à travers des rencontres avec des architectes, des urbanistes, des politiques, etc. Nous a amené peut-être à nous poser des questions sur la ville, sur l'urbanisme, que nous n'imaginions même pas au départ. Et je pense que pour des auteurs, il est extrêmement important de sentir que les livres peuvent les transformer. Nous générons des choses, mais ces choses nous génèrent aussi, nous font devenir autres.